Près de 3 mois après l'arrivée de la puce M1, l'enthousiasme pour le MacBook Pro M1 est-il retombé? Quelles sont ses vraies forces mais aussi ses faiblesses qui nous sont apparues après plusieurs semaines d'utilisation? Quelle sera la prochaine étape et qu'attendent des puces M1X, M2 des futurs MacBook Pro et iMac? Faut-il définitivement abandonner Intel? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant bien sûr à notre chaîne YouTube. Vous ne rêvez pas, normalement c'est bien la 401e épisode, c'est 401e épisode d'On refait le Mac. Ça devait être aujourd'hui la 400e, un anniversaire et festif. J'ai mis ma cravate et ma veste aujourd'hui. Mais en raison de, je dirais, l'actualité un peu morose en ce moment et la nécessité de se reconfiner, on a préféré préparer une émission pour un peu plus tard. Tous peut-être vous réunir, on verra dans une salle. On va essayer de trouver un truc assez original pour faire la fête au moment où on pourra vraiment faire la fête. C'est pas le moment de fêter quoi que ce soit en ce moment. Donc on reporte à plus tard la 400e. Donc on saute un épisode, on passe directement de la 399 à la 401e. Vous ne rêvez pas. Mais on a quand même de la chance cette semaine parce qu'on a du beau monde en plateau. À commencer comme chroniqueur à mes côtés, Stéphane Zibi de Unisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va bien Stéphane? Ça va, ça fait quelques temps que je n'étais pas venu. J'ai reçu quelques messages disant qu'est-ce qui se passe, j'ai encore quelque chose. Tout va bien. Voilà. Il a eu le temps d'entraîner à fond les nouveaux MacBook. Exactement. M1. À ses côtés, Laurent Patanach, qui lui également a joué depuis quelques semaines maintenant du MacBook Pro M1. Tu as pris quelques notes, j'imagine. Il est là. Bonjour à tous. Voilà. En duplex également, en absence cette semaine de Didier Policani qui a un petit peu avancé ses vacances, un autre spécialiste du hardware comme Didier, puisqu'il travaille pour le magazine Canard PC Hardware. Il s'agit de Pierre Dandumont. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On te retrouve également sur le blog Le Journal du Lapin. Allez voir, c'est très sympa. Vous qui aimez bien les bricolages et notamment les anciens Macs, si vous êtes un peu nostalgique des anciens Macs, il y a vraiment de jolies choses à découvrir. Parlons un petit peu de Canard PC Hardware et de sa dernière édition. Alors, il est sorti il y a quelques jours et c'est un numéro qui est un peu spécial. On a fait un dossier sur jouer sur PC est-il un luxe parce que vous vous en doutez, pour le moment, jouer sur PC, ça coûte très cher. Il y a beaucoup de pénuries et aussi on a fait un dossier intéressant sur les complots dans l'informatique. Ah ouais. Alors ça parle un peu de Bill Gates, de la 5G, de tout ce qu'il peut y avoir à côté de ça. Mais on va enfin savoir s'il y a une antenne 5G dans les masques, c'est ça? Voilà, c'est si les vaccins permettent de mieux capter la 5G, mais on est parti aussi sur des dossiers un peu plus, sur des complots un peu plus anciens. Plus sérieux. Voilà, plus sérieux sur qui a inventé l'ordinateur personnel, ce genre de choses. Canard PC Hardware, c'est votre marchand de journaux. Retour donc sur le MacBook Pro M1 après 3 mois d'usage, avec comme premier constat, c'est simplement le gain d'autonomie. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, avec l'abandon de la puce Intel. Alors l'autonomie, c'est un vrai plébiscite. C'est le résultat de notre sondage cette semaine que nous avons publié sur le compte Twitter d'ORLM.tv. En gros, quelles sont la valeur ajoutée de la puce M1 que vous avez détectée après 3 mois d'utilisation? Vous étiez 34,6% à répondre l'autonomie, 29% à répondre la puissance, 19,6% à répondre le rapport qualité-prix, enfin 16,8% à répondre le silence. Alors, il est intéressant que de noter qu'on vous a posé exactement la même question lors de notre précédente émission il y a 3 mois, lorsqu'il venait de sortir. Et c'est intéressant de regarder ensemble et de voir que au bout de 3 mois, les forces se sont un peu inversées. C'était la puissance que vous aviez publicité à l'époque. Aujourd'hui, c'est bien l'autonomie que vous publicitez. Donc les semaines ont passé et l'autonomie fait de plus en plus l'unanimité. Est-ce que vous, les amis en plateau, ou toi, Pierre, en duplex, vous êtes d'accord avec ce sondage? La première valeur ajoutée du MacBook Pro est son autonomie à la hausse. On commence peut-être avec Stéphane. Incontestablement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est marquant. Je crois que c'est la première fois qu'on a un appareil, presque toutes catégories confondues, des consoles de jeux, des téléphones et autres, qui tient toute la journée. On avait perdu cette habitude-là. Avant, c'était... C'est vraiment, tu tiens vraiment toute la journée. Mais largement, et en plus, on ne se limite pas. On fait tout un tas de choses et c'est incroyable. Il ne fait pas de bruit, bon ça on en reparlera, mais
Mais c'est une révolution, je sais pas Bon, qui disait très ça. bien, tu nous mets en appétit. C'est vraiment l'argument massu, Laurent, l'autonomie. Tu as vraiment senti une différence, toi qui avais un modèle Intel avant, qui est passé modèle M1, Moi, je préférais la puissance. et on Alors, reste sur l'autonomie. Je sais, mais voilà, tu me Ouais. dis, est-ce que c'est l'argument massu? Je Ouais. trouve que c'est pas l'argument massu. Mais est-ce que tu as perçu une différence sur l'autonomie? Énorme. Ouais. Énorme. C'est à un moment donné, quand... en fait, c'est surprenant. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que les machines vieillissantes ont tendance à avoir des batteries qui durent moins longtemps. Donc, la marge, elle est beaucoup plus importante. Tu vois, tu compares pas deux machines, c'est-à-dire un Mac Intel qui était sorti hier avec la machine d'aujourd'hui. Néanmoins, c'est surprenant. À un moment donné, tu te dis, mince, mais je ne l'ai pas chargé depuis ce matin. Tu sais, tu le prends le matin, tu te mets à bosser sur un autre bureau. Puis un coup, tu te dis, mince, mais je ne l'ai pas branché à mon chargeur. Et là, tu dis, waouh, il est 16h, 16h30 et tu vois qu'il y a encore du jus, quoi. Alors Pierre, du côté de Canard PC Hardware, vous avez fait le même constat. C'est vraiment un argument massu par rapport notamment au PC aujourd'hui, l'autonomie du MacBook Pro M1. Alors, en fait, moi, j'ai testé un Mac Mini, donc forcément, les problèmes d'autonomie, c'est pas quelque chose que j'ai pu vérifier. Après, on voit très bien c'est lié, c'est la consommation électrique. Le Mac Mini il consomme 40 watts dans le pire des cas, c'est comme une ampoule, enfin c'est moins qu'une ampoule à incandescence d'il y a quelques années, quoi. Voilà, la version Intel auparavant, c'était plus de 90 voire 100 watts, c'est ça? Ça pouvait monter à 60 ou 80 watts sur le Mac Mini standard, un peu plus sur les modèles avec des gros processeurs comme un Core i7. D'habitude, dans le monde PC, c'est quoi aujourd'hui le maître étalon dans le monde PC? C'est plutôt autour d'une dizaine d'heures aujourd'hui pour un PC portable? Ouais, on est en 10 et 15 heures sur vraiment les derniers modèles Intel avec des grosses batteries. Mais ici, voilà, le MacBook Air, en fait, il est vraiment très, très autonome par rapport au reste. Et surtout, on a la puissance qui va avec. Dans les PC, quand on a une très grosse autonomie, c'est souvent que c'est très lent. Ouais. Donc Apple annonce en effet entre 18 et 20 heures d'autonomie en lecture vidéo en streaming, avec une humidité à 50%. La génération précédente Intel sous Mac, celle-ci, sous Intel du MacBook Pro, ne dépassait pas les 10 heures, donc on a carrément doublé. Et c'est vachement agréable, comme tu le disais, parce que jusqu'à maintenant, au mieux, on gagnait quelques minutes, 1 heure ou 2, grand maximum. Et là, vraiment, c'est vraiment une explosion. Et ce qui est agréable aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça charge relativement vite, quoi. On récupère 50% de charge en moins d'une demi-heure. Donc c'est un bon point. Donc d'ordinaire, le gain en autonomie, voilà, il n'y avait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà un premier argument massu? Et là, je me tourne vraiment vers Pierre, puisque dans Canard PC, vous êtes agnostique, vous n'êtes pas pro Mac ou pro PC. Est-ce qu'aujourd'hui, Apple a une vraie valeur ajoutée par rapport à que ce soit du AMD, que ce soit du Intel dans le monde PC? Si on veut une machine autonome, il faut forcément prendre un Mac aujourd'hui. Alors oui, parce que vraiment, en tout cas dans ce type de gamme de prix, donc voilà, sur des PC portables qui sont entre 1000 et 1500 euros, voilà, les ultra portables d'Apple sont vraiment beaucoup plus autonomes que la concurrence, avec la puissance qui va avec. Alors, il n'y a pas vraiment il n'y a rien en face à ce niveau-là. Alors justement, habile transition, d'ordinaire, lorsqu'on a un gain en autonomie, on le paye tout de suite, ou du moins ça se traduit par une stagnation, voire une baisse des performances. Vous allez voir qu'il n'en est rien. Puissance en silence, c'est au menu de ce MacBook Pro M1. Lors de la présentation du processeur M1, Apple a annoncé des chiffres vraiment qui étaient impressionnants en matière de gain de puissance, 3 fois et demi plus rapide qu'un Core i7 quad-core 1,2 GHz, alors que voilà, il faut rappeler que on avait du mal à le croire à l'époque et ça s'est vraiment confirmé. Alors, il faut rappeler que dans la puce M1, l'architecture est assez particulière. Il y a 8 cœurs, c'est bien ça. Si tu peux nous décrire un petit peu le fonctionnement de cette puce, Pierre. Oui, alors il y a 8 cœurs, mais c'est divisé en deux, comme dans les iPhones ou dans les iPads. On va avoir 4 cœurs qui sont ce qu'Apple appelle rapides. Donc voilà, on peut dire que c'est l'équivalent des cœurs d'un Core i7, ils sont très rapides. Les 4 cœurs qui est à côté, c'est des cœurs basse consommation. On pourrait dire qu'ils sont lents, parce que de fait, c'est vraiment des choses qui sont là pour consommer le moins possible. Mais en fait, Apple a réussi à faire que même les cœurs basse consommation restent relativement puissants. On est au-dessus de pas mal de smartphones, même pour ces cœurs-là, et donc ça permet d'avoir quelque chose de vraiment efficace. Et cette architecture que tu nous décris, elle est vraiment différente de ce que fait par exemple Intel aujourd'hui? Intel, pour le moment, en fait, ne fait pas du tout d'architecture hybride. Ça va arriver dans quelques années, je pense.
C'est prévu pour... Normalement, fin d'année, ils vont commencer. Mais dans toutes les architectures PC classiques, on n'a que des cœurs performance. Donc ici, vraiment, Apple est sur une architecture hybride qui est héritée des smartphones et qu'ils ont adapté aux ordinateurs de bureau. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait s'attendre, étant donné que c'est une techno de smartphone, un peu comme Qualcomm pour la Surface Pro 10, on en parlera tout à l'heure, de Microsoft, eh bien qu'on n'ait pas forcément une réserve de puissance et elle est bien au rendez-vous. Vous allez voir beaucoup de questions donc, sur Twitter au sujet des gains de performance, à l'instar de Sébastien Ponto sur le compte aurélien.tv. Est-il aussi performant que dit les premiers tests lors de sa sortie? Autre question de Daft, le M1 est-il vraiment aussi puissant qu'on le dit? Alors, on ne va pas revenir cette semaine sur le bench, on a fait une émission il y a 3 mois, mais plutôt, on vous interroge sur votre ressenti réel à l'usage en production au fil du temps. Est-ce que vous avez déjà senti une différence, peut-être même au moment dès que vous l'allumez le matin, je dirais, Laurent? Oui, alors moi, c'est ce qui m'a le plus épaté. Et alors, le truc qui est vraiment le matin, c'est au moment où tu ouvres l'écran, il est déjà allumé de suite. Sur mon Intel, et je suis gourmand, hein, moi je suis violent, hein, encore une fois, non mais j'ai Comment je sais, 1, 2, violent, 3, je ne savais 4, pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'ai 14 applications lancées, et puis pas des moindres, quoi. J'ai, je sais pas, peut-être 200 onglets Safari et 100 onglets Chrome. Donc, Tu es un malade, quand même. Ouais, je suis plutôt... Grosse et là, malade. Et ce qui se passe, c'est que tu l'ouvres, et dès que tu ouvres, l'écran est allumé et il est presque opérationnel de suite. C'était... des dizaines de secondes sur mon Mac Intel, tu vois, avec le même usage. Parce qu'en fait, j'ai pris l'un et je l'ai remis dans l'autre. Hein, donc, c'est le même usage, quoi. J'ai pas changé d'usage. On disait en silence tout à l'heure, et puis dès que tu as dans Chrome, par exemple, dès que tu as plein d'onglets ouverts, sur le mien, il y a le ventilateur qui se met à hurler en 5 secondes. Alors, je n'ai pas, en un mois, je n'ai pas réussi à faire tourner le ventilateur une seule fois. Ouais. Donc, Stéphane, tu confirmes la réactivité déjà au quotidien, la machine est fluide. Alors, en plus, moi, je tourne avec 3 ordinateurs. Je crois qu'avant, tu avais un 16 pouces, je me souviens. J'ai toujours. C'est passé du 16 pouces haut de gamme de non, mais j'utilise les deux. J'utilise les deux en parallèle. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, comme tout est synchronisé, ce que je fais sur l'un, c'est sur l'autre. Et même, voilà, à part tu peux vraiment juger la différence. Ah, mais je vois la différence, c'est que il y en a un qui est très agréable pour l'écran, il n'y a pas de problème. C'est mon ordinateur au quotidien pour le télétravail, c'est super. Il a son petit... je me suis installé mon petit poste et c'est très bien. Et celui-là, dès que je sors, j'ai presque envie de sortir, on va dire. Tu vas toujours s'en sortir. Non, mais c'est vrai, mais vraiment, mais il est purement... C'est-à-dire que, voilà, c'est fluide. Et même, voilà, moi, je sais, je travaille avec les mêmes choses. Je n'ai pas des gros besoins comme Laurent, mais... Non, mais c'est qu'il ne fait pas attention, il ne range pas sa chambre. Oui, il ne range pas. Si, mais il est obligé de toute façon à un moment, mais c'est sûr. Mais rien que... Je me souviens, le fameux petit MacBook rose, qui était magnifique en termes de... On pouvait se balader, etc. En facteur, c'était exceptionnel. Ouais. En termes de performance mauvaise, oui. Mais non, form factor. Oui, form factor, oui. Super, mais mais de performance par mauvaise... contre, c'est bridé à mort. Ah bah oui, mais là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais on n'avait qu'un seul port, enfin, je te passe les détails. Et en fait, le truc, je peux te dire, j'ai pensé totalement l'inverse avec celui-ci, voilà, avec le MacBook Air. Voilà, pas du tout une machine bridée, en clair. En fait, et ça m'a même surpris, en fait, pour une première version d'Apple d'un nouveau... D'accord. Ça, oui. Mais voilà. Mais je pense il y a une marge de progression, mais elle ne sera pas obligatoirement plus du côté d'Apple, on viendra peut-être plus tard. Ouais. Pierre, quel est ton sentiment concernant déjà les gains de performance? Tu confirmes en un usage tout simplement quotidien. Les benches, ça ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. On vous a réservé quelques-uns, puisque Didier nous en a préparé quelques-uns avant de partir en vacances. Moi, j'utilise un Mac Mini à la place d'un MacBook Pro 15 pouces de 2017. La machine réagit exactement de la même façon. C'est un ordinateur qui a coûté 4 fois moins. Quoi qu'on fasse, on l'entend jamais souffler. Donc il y a un ventilateur, mais il est totalement silencieux. Donc ça, c'est agréable. Et de fait, oui, on sort de veille, ça réagit directement. J'ai pas vraiment eu de moment où je me suis dit, je dois attendre qu'il termine une tâche. Et ça reste un ordinateur qui a coûté 800 €. Donc c'est plutôt bien à ce niveau-là. C'est assez prometteur. Alors, il y a 2 cas de figure quand même.
Pierre, c'est en fonction si on utilise des applications optimisées ou pas. Hein. Il y a vraiment des gains de performance, notamment si on utilise des applications qui sont optimisées pour Apple Silicon. Et si vous êtes dans un environnement non optimisé, il y a les fameux émulateurs Rosetta qui se met en route. Alors j'ai un petit message, un petit mail que nous a préparé Didier concernant les apps optimisées. Il a fait quelques benches. En production vidéo, il trouve que les performances affichées par cette machine sont vraiment, je cite, impressionnantes. Possibilité de lire une vidéo RAW 8K dans Final Cut Pro X sans drop frame, hein, sans à-coup. Hein, il fallait auparavant un iMac Pro pour y parvenir. Donc c'est fou, une machine à plus de 5 000 euros, quand une machine a 1 250 ou 1 350 euros. Voilà. Et au-delà, il peut véritablement aujourd'hui monter sous Final Cut Pro 10, alors qu'auparavant, sur un MacBook Pro 13 pouces, alors qu'auparavant, on disait non, il vaut mieux prendre un 15 parce qu'il y a un GPU dédié. Et en fait, il ne voit pas vraiment la différence aujourd'hui, même en export. Par contre, ce qu'on pointait du doigt déjà dans notre précédente émission, et même le soir, souvenez-vous les amis, lors de la présentation par Tim Cook du MacBook Pro M1, c'est la faiblesse de la RAM. Alors on sait qu'elle est disponible en 8 et 16 Go. Est-ce que toi, ça t'a gêné cette volonté d'Apple de mettre moins de RAM dans les M1 qu'il y a aujourd'hui dans les Intel, parce qu'il y a des fois, on peut monter beaucoup plus haut dans la version Intel aujourd'hui. Alors, oui, ça m'a gêné. Actuellement, en fait, c'est surtout que c'est partagé. Donc, quand on prend un Mac avec 8 Go, c'est le modèle que j'ai. D'abord, si on commence à charger beaucoup d'onglets, beaucoup de choses dans Safari, beaucoup de programmes, à un moment ou à un autre, même si la mémoire est rapide, et Apple l'a expliqué, il y a des optimisations et c'est de la mémoire très rapide, ça peut se remplir. Moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai branché un écran 5K sur le Mac mini et que la définition de l'écran fait que ça prend beaucoup de mémoire en fait. Il n'y a pas de mémoire vidéo exprès pour, donc ça veut dire que c'est utilisé dans la RAM comme quand on a une puce Intel. Et c'est un peu bloquant parce que sur les 8 Go de mon Mac mini, j'ai entre 1,5 Go et 2 Go en permanence qui servent juste pour l'écran. Donc je ne peux pas utiliser pour autre chose. Ouais. Et on verra qu'aussi on peut avoir des surprises avec les ports. Même constat de ton côté, Laurent, pardon. Alors, ouais, c'est un constat double. Le constat est, alors c'est une double approche. La première, c'est que j'ai été très agréablement surpris du fait que, donc moi j'avais un MacBook Pro 16 Go. Je me suis dit 8. En plus, tu sais, il y a un effet plateau, quoi. C'est-à-dire que les premiers gigas, tu les utilises toujours. Donc, au départ, j'étais très impressionné. Je me suis dit, mais finalement, il y a besoin de moins de RAM. Alors, ce qui avait été évoqué à l'époque, c'est que comme la RAM, elle est câblée beaucoup plus près, puisqu'elle est dans la puce, que du coup, les échanges avec la RAM sont plus rapides et qu'il y a moins de problèmes d'en avoir pour le stock. Tu vois, il y avait tout un truc qui avait été autour du processeur qui avait été mis. J'étais agréablement surpris. Après, ça atteint quand même certaines limites. Et parmi les limites, il y a effectivement les problèmes d'écran. D'ailleurs, tu ne peux brancher qu'un écran externe. Ouais. Et moi qui utilise que 2 écrans externes, et ce qui est stupide en soi, parce que d'ailleurs tu peux utiliser l'écran interne et l'écran externe, mais tu peux pas fermer l'écran et utiliser 2 écrans externes. De 27 pouces. Moi j'ai 2 27 pouces, ouais. Et j'ai 2 27 pouces QHD, et en fait tu peux pas. Donc ça fait partie des limites, et tu te rends compte quand même que je pense que tu as besoin de moins de RAM sur le M1, à performance équivalente, moins de RAM sur le M1 que sur de l'Intel. Ça veut pas dire que tu n'as pas besoin de RAM. Ouais. Il faut rappeler que la gestion de la mémoire est assez particulière à la puce M1, Pierre. Oui, alors dans le M1, en fait, Apple a placé directement la puce de mémoire sur le processeur, physiquement. Elle est totalement partagée entre la carte graphique et le processeur. Alors que, par exemple, sur un Mac Intel, généralement, quand on a 8 Go de RAM dans un Mac Intel, il y a à peu près entre 1 et 1,5 Go qui vont être réservés pour la carte graphique et qui ne servent que pour la carte graphique. Sur le M1, il y a 8 Go, c'est partagé entre les deux. La carte graphique et le processeur peuvent y accéder de la même façon. Donc, si on a un écran qui demande peu de RAM, voilà, un écran 1080p, c'est intéressant. Quand on a un écran qui prend beaucoup de mémoire, 5K, le 6K d'Apple, c'est mieux simplement d'avoir 16 Go. Donc tu privilégies plutôt plus de mémoire, prenez plutôt une version 16 Go, même si ça coûte 200 à 250 euros plus cher. Un mot avec Laurent et peut-être avec Stéphane. Ouais, alors c'est pas un coup de cœur, mais j'aurais pu le mettre en coup de cœur. C'est une appli que j'utilise depuis des années, qui s'appelle iStat Menu, et donc qui te permet de monitorer un certain nombre de choses en temps réel sur ton ordi, alors plus de façon donc disque dur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut configurer par exemple la mémoire pour voir comment la mémoire est utilisée. C'est quelque chose, moi je suis habitué parce que je l'ai dans ma barre de menu, j'ai quasiment que ça. Et du coup, c'est intéressant de suivre. Tu te rends compte quand même que
il a tendance à libérer beaucoup plus de mémoire. C'est-à-dire que sur le Intel, il a tendance à garder une mémoire dite inactive un peu plus longtemps. J'ai l'impression, c'est un ressenti, je l'ai pas, c'est empirique. Tu vois, j'ai l'impression que ça vide un peu plus. En tout cas, c'est prometteur pour une première génération. Exactement. On dit toujours, Stéphane, tu es le premier à nous le dire, n'achetez jamais une première génération. Mais là, et tu l'as acheté. Ah bah bien évidemment. Bien évidemment. Ouais. Je l'avais dit que je l'achèterais, mais le truc, c'est que c'est conforme presque aux attentes. Le prix était intéressant. Enfin voilà, le mix. Quelque part, c'est une machine mature parce qu'elle bénéficie de toute la R&D, Exactement. tout le savoir-faire qu'a mis Apple autour de l'iPad et de l'iPhone. Exactement. Et en fait, c'est d'accord, c'est une première version. Et après, on parlera de la partie logicielle. Parce que c'est dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, mais c'est vrai que là, je sais que cette machine-là, modulo des événements, elle tombe par terre ou je ne sais quoi, elle a probablement une durée de vie qui va être assez exceptionnelle. Ce qui est propre au Mac d'habitude par rapport au monde PC, on sait qu'avec les anciennes générations de MacBook Pro, notamment ça avec les claviers papillons, c'était loin d'être le cas. Le tien est en maintenance. Enfin, il essaie d'être en maintenance. On en parlera en fin d'émission tout à l'heure. Une question Twitter assez précise. On a parlé de vidéo autour des tests de notre ami Didier. Une question de Djibril. Regardez, je songe à changer mon MacBook Pro pour utiliser Logic Pro. Faut-il prendre celui-ci ou prendre un Intel Inn 3 ou i5 en occasion, parfois à moitié prix, et surtout, pourquoi faudrait-il privilégier l'EMA ? Alors, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, mais moi, j'ai posé la question à notre ami Didier qui nous a préparé un petit test avant de partir. Il a testé l'EMA avec Logic. Selon lui, l'EMA encaisse jusqu'à 95 pistes. C'est 30% de capacité en plus que la dernière version sous Intel. Là où un MacBook Pro 16 pouces Core i7 plateforme à 116 contre 157 pour un i9. Donc, il est au niveau d'un Core i7 à 16 cœurs. C'est assez impressionnant, Pierre. Alors, c'est très performant, mais moi, je pense que vraiment, la question du choix par rapport à une machine Intel, la seule raison pour laquelle on peut vouloir une machine Intel actuellement, c'est soit si on a besoin de Windows, on en parlera, soit si on peut avoir une machine d'occasion vraiment pas chère. Ouais. Mais il faut vraiment que la différence de prix soit grande, parce que comme le MacBook Air et le MacBook Pro ont baissé de prix par rapport au Intel, la différence de performance est telle que voilà, même si le Mac Intel il est 200 ou 300 euros moins cher en occasion, la durée de vie de la machine sera beaucoup plus grande avec le M1. Voilà, surtout que le MacBook Pro M1, ils pourront peut-être le revendre d'ici 2-3 ans, ce qui n'est pas le cas du MacBook Pro Intel. Ça va être plus compliqué. D'une manière générale, on a l'impression, je sais pas... Oui, il y a autre chose. On va parler tout à l'heure de la partie logicielle. Il va se passer un moment où les logiciels seront tous faits pour le M1. Et où du coup, le support de l'Intel risque d'être, tu vois... Ça ne va pas arriver tout de suite, je pense. Quand même. Non, mais tu vas voir que ça va arriver. Ah bah à un moment, dans 10-15 ans. Pierre ? Moi, je pense que ça va arriver. Du temps du passage PowerPC à Intel, ça a pris 5 à 6 ans avant qu'il n'y ait vraiment plus rien qui fonctionne par défaut. Ici, Apple tend à vraiment supporter ces systèmes pendant très longtemps. On peut installer Big Sur sur un Mac de 2013, donc ça fait 7 à 8 ans de support. Je ne pense pas que le support Intel va disparaître rapidement. C'est ça, ouais. Et il y a encore des gens qui supportent du PowerPC maintenant. C'est sûr. Voilà. Ouais. Mais ce qui est par contre notable, c'est que d'habitude, les migrations sont assez lentes. Question logicielle, les éditeurs sont toujours un petit peu prudents. Là, il faut constater que déjà, en tout cas, si vous utilisez des applications dans le monde Apple, toutes les applications principales d'Apple sont aujourd'hui optimisées. Il n'y a aucun souci de basculer avec la puce M1 et la valeur ajoutée est évidemment évidente. Mais il y a une autre question, regarde, de Maxime Blanchard sur Twitter. Qu'est-ce qui fait que certains logiciels comme SolidWorks, vous savez, c'est le logiciel de 3D de Dassault, n'ont jamais été portés sur Mac ? Quelle volonté les éditeurs peuvent-ils avoir à ne pas proposer leur logiciel dans cet écosystème aujourd'hui ? C'est la part de marché, j'imagine, Pierre, qui fait qu'il y a encore des logiciels qui ne passent pas au EMA ou au Mac tout court. Oui, je pense que c'est des décisions purement marketing. Quoi qu'on fasse, les parts de marché des Mac, même si on va aux États-Unis où il y a beaucoup de gens qui en utilisent, on va peut-être avoir 10-15% grand maximum dans certains domaines. Forcément, pour des logiciels professionnels, c'est compliqué. Et il y a parfois quelques contraintes techniques parce que certains programmes ont besoin de cartes graphiques spécifiques. Et donc, ça peut être compliqué de porter ça sur macOS.
Alors, oui, et puis moi j'ai quand même connu la plateforme Apple à moins de 3%, donc Voilà. on a fait des progrès, croyez-moi. Oui, mais même, de toute façon, c'est On pas se encore. embrassait presque dans le métro quand on croisait quelqu'un avec un Mac dans le passé. C'était bien pour créer des contacts. Mais bref, en étant justement après 3 mois d'utilisation de l'optimisation de ces applications pour la puce Apple Silicon, il y a pas mal d'applications absentes. En 3 mois, est-ce que le catalogue s'est fourni? Est-ce que vous avez regardé? Déjà, on peut dire que la suite Microsoft est disponible. Ce n'était pas le cas il y a 3 mois. On en est où, Pierre, de la suite Adobe, qui est quand même incontournable aujourd'hui? Adobe, il travaille au fur et à mesure. Alors, ça va beaucoup plus vite qu'en 2008, où il avait vraiment fallu attendre plusieurs années pour avoir des programmes. Ici, ils ont commencé par leurs programmes les plus utilisés. Donc, Photoshop a été mis à jour, par exemple. D'autres arrivent. C'est une version bêta ou elle est vraiment, vraiment à jour? Photoshop, il y a une version finale qui a encore quelques limites, mais qui fonctionne. D'accord. Moi, par exemple, pour le magazine, je dois utiliser InDesign, qui est leur programme de publication. Ça, par contre, c'est une catastrophe. Ouais. La version bêta est sortie seulement hier ou aujourd'hui, et la version en émulation Intel était totalement instable. C'était pas possible de travailler avec. Ça plantait. Ouais. Donc là, j'ai dû garder un Mac Intel à côté. After Effects et Premiere? J'ai pas vu exactement où ils en étaient, mais en gros, Adobe met à jour au fur et à mesure. Il propose des bêtas. Et après un peu de temps, je crois que Lightroom a été adapté aussi. Mais il travaille assez vite. Microsoft Office est arrivé très rapidement. Tout ce qui est navigateur aussi. Donc, globalement, ça déroule. Dans le domaine que je suis, il n'y a que les jeux où ça n'arrive pas pour le moment. Ouais, on va en parler des jeux tout à l'heure. Regarde, il y a une question précise de Maxime Blanchard, encore sur Twitter, concernant Adobe. Cette génération est-elle fiable pour une utilisation de la suite Adobe en émulation aujourd'hui? Y a-t-il des éléments choses qui ont été retirés ou que nous ne pouvons plus faire et qui vous manquent aujourd'hui? Merci à l'équipe, Pierre. Moi, sur InDesign, c'était impossible de travailler. C'était vraiment pas stable. Ça plantait assez régulièrement quand même. Pour le moment, je pense que vraiment les gens pour qui c'est la majorité du temps de travail, il vaut mieux rester sur un Mac Intel le temps que ça arrive vraiment de façon finale. Après, ça a l'air assez rapide, donc je pense que d'ici la fin de l'année, dans le pire des cas, tous leurs programmes principaux seront adaptés. Ouais, on pense notamment à Premiere. En tout cas, on a posé la question à Didier pour Premiere. Il a réalisé des tests sous Rosetta, Didier, donc avec Premiere, des exports H264 en 4K en émulation, et c'est plus rapide bien sûr qu'un MacBook Pro 13 post Intel. Il n'y a pas photo, comme vous pouvez le voir, et c'est à peine plus long qu'un MacBook Pro 16 en émulation, s'il vous plaît. Donc, encore une fois. Le bruit du ventilateur en moins. Et le bruit de ventilateur en moins. Ouais. Donc, ça laisse rêveur le moment où la version Premiere sera vraiment optimisée pour la puce M1. Et encore une fois, moi, c'est ce que tu disais. Ce qui est notable, c'est que moi, ce que j'apprécie le plus avec cette machine, c'est le faible bruit qu'elle émet. C'est vrai, moi, ça m'énerve que la version Intel, dès que je branche un écran externe, par exemple, il y a le ventilateur qui se met en route, c'est assez énervant et assez gênant. Et ça c'est vraiment un vrai plus. Et on n'a pas peur que la machine nous fonde sur les genoux. Il y a aussi un point qui a été pointé du doigt au moment du lancement de cette machine, c'est le peu de ports Thunderbolt. Il n'y en a que 2 contre 4 pour la version Intel. Est-ce que ça vous a gêné de passer, notamment toi qui avais la version 13 pouces Intel avec 4 ports, à une version limitée à 2, Alors, Laurent? Moi, j'ai beaucoup critiqué Stéphane Zibi quand il parlait de son MacBook 12, qui était une super machine, hein, oui, il faisait que se plaindre qu'il n'y a qu'un seul port. Et je disais en même temps, l'idée, c'est l'ultra-portabilité. Donc, à la limite, si tu as besoin d'avoir plusieurs ports, tu as un dock et tu le branches. Et franchement, je dois reconnaître que j'étais un peu critique. Et donc, moi, j'ai toujours... Non, mais je reconnais, je reconnais. Et c'est vrai que 1, c'est un peu limitant. Néanmoins, je me suis toujours dit 2... pour moi, ça suffit. Là, il n'y en a que 2, et je me suis retrouvé confronté, entre autres, là, le passage d'une machine à l'autre, je me suis retrouvé confronté entre, une fois que tu mets le chargeur, que tu mets un écran, l'écran, moi, il est sur un port en HDMI. Ouais, mais c'est pas par une prise HDMI. En fait, c'est une prise via l'USB-C. Ouais. Tu vois, donc il n'allume pas ton Mac? Le moniteur n'alimente pas le Mac? D'accord. Non, donc du coup, j'allume, et quand tu branches un disque dur, tu te rends compte que tu as les 2 qui sont pris. Donc tu es obligé de reprendre l'adaptateur pour mettre un câble en HDMI pour pouvoir alimenter. Donc du coup je me suis dit mais mince, c'est vrai que c'est bien d'avoir un dock Thunderbolt à la maison pour brancher tout d'un coup, mais quand tu es comme ça, que tu veux faire un branchement rapide et que tu veux le faire,
Autant 4, je trouve que c'est beaucoup. Autant 2, je trouve qu'il en manque un. Il y en aurait eu 3, j'aurais été content. Voilà, je dis juste. Et Stéphane, Toi mes excuses. qui a vécu avec un macro 12 mais, pouces avec un seul port pendant des années sans te plaindre. Déjà, 2 c'est plus que 1, donc Ouais. Ouais, c'était quand on a connu le 1, on peut tous perdre. tu t'es quand même fait du mal. Hein, pendant des... Oui, bien évidemment. Mais après, c'est vrai que j'ai mes petits hubs supplémentaires qui me permettent d'avoir des ports supplémentaires. Mais ça fait mettre la main à la poche, c'est jamais très agréable. Non, mais ce sont les mêmes que les autres, donc ça va. Alors, une autre question Twitter qui n'a rien à voir, une question de Nicolas cette semaine. Hello, information utile, Apple a l'air d'avoir du mal avec les process de réparation. Mon MacBook Pro M1 est resté 1 mois au support et ils ont dû changer 3 fois la carte mère, une fois l'écran et une fois Touch ID. J'avais peut-être rencontré un cas particulier, mais bon, peut-être aussi lié à la nouvelle archi, qu'en pensez-vous ? On sait que la génération précédente, celle que j'ai devant les yeux, avec les claviers papillons vraiment défrayé la chronique, c'était un vrai cauchemar. Je connais personne qui n'a pas eu un souci avec cette machine. Vraiment, la réputation d'Apple, osons le dire, a été vraiment entachée et qu'Apple n'a plus le droit à l'erreur. Moi, je n'ai pas entendu parler de problèmes particuliers autour de ces MacBook Pro M1, autour de cette nouvelle machine. Qu'en est-il de votre part, messieurs ? Non. RAS ? RAS. Pierre ? Alors, moi j'ai eu un problème avec le Mac Mini au démarrage, mais c'était un bug qu'ils ont documenté mais que j'avais pas vu avant de le faire. Donc je me suis retrouvé avec un Mac qui démarrait pas du tout en fait. C'est assez embêtant. Et c'était quoi le bug ? C'est que quand on faisait avec la toute première version du système, parce que je l'ai vraiment acheté au lancement, quand on faisait une importation depuis un autre Mac, ça plantait tout. Mais il réagissait pas. Et le seul moyen de le restaurer, c'était avoir un Mac avec le même système. Donc j'en avais 2, donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais c'est un peu plus bloquant. Mais sinon, non, j'ai pas entendu de problème particulier de fiabilité. Voilà, les claviers, ça a l'air à peu près réglé. Le reste, il n'y a pas de pièces mécaniques, il y a plus de dans le MacBook Air, il n'y a pas de ventilateur, donc les pièces qui peuvent tomber en panne déjà, ça limite. Il y en a un, mais tout petit. Très nettement. Le Mac Mini, j'ai pas vu. Le Mac Mini a toujours été une machine assez fiable, donc voilà. Bon, allez, on est bien d'accord qu'il y a un plébiscite ce soir pour ce MacBook Pro 13 pouces. Emma, on va essayer de se projeter sur le futur. À présent, on va imaginer ce qu'on pourra attendre des prochaines générations des puces Apple Silicon qui feront les futurs MacBook Pro 10, 16 pouces et autres iMac. On en parle après le busomètre. Le busomètre, les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Première rumeur, regardez, c'est Apple et Tesla. Apple aurait racheté pour près de 50 millions de batteries. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que qui va encore relancer la rumeur autour d'une Apple Car ? Deuxième info, c'est pas une rumeur, bien sûr, c'est Apple qui fête cette semaine, c'est 45 bougie, cela ne rajeunit pas. 1976, 76, oui déjà. Apple 1. Et donc 45 bougies d'Apple. On a hâte d'être. J'espère qu'on sera toujours là pour les 50 ans d'Apple et qu'on fera une grande fête à ce moment-là. Déjà, si on arrive à faire une fête pour la 400e, ce serait formidable. Troisième info rumeur, c'est une rumeur, ça concerne Apple TV. Beaucoup de rumeurs ces derniers mois autour d'une nouvelle Apple TV. Là, elle a été relancée par l'arrivée d'une nouvelle télécommande qui serait associée à cette Apple TV. On ne sait pas si c'est une télécommande qui a été spécialement conçue par les opérateurs de télévision ou de câbles opérateurs américains pour permettre à ces câbles opérateurs de la distribuer avec une télécommande à leur effigie, ou c'est la télécommande de la future Apple TV. Moi, je pencherais plutôt pour les opérateurs parce qu'une télécommande avec autant de boutons, ça ne ressemble pas à Apple. Quatrième info, c'est un brevet avec un nouveau design d'iPhone avec sur les côtés un look râpe à fromage cher au Mac Pro. Si vous aimez le Mac Pro, eh bien, vous allez être servi, vous savez, avec ces tresses isolées, c'est très beau. Après, on demande à voir si le téléphone tombe dans l'eau, parce qu'on ne voit pas comment les composants vont être protégés du coup. Mais en tout cas, c'est un bel ouvrage. Et enfin, dernière info, rumeur, c'est une info, ça a été confirmé par Apple. Au mois de juin se tournera la prochaine WWDC, la WWDC, la conférence des développeurs. Et l'affiche a fait couler beaucoup d'encre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs. Regardez, on voit notamment une charmante jeune fille avec des lunettes. Et qu'est-ce qui se reflète dans les lunettes, évidemment ? L'application calendrier avec la date. Est-ce que ce ne serait pas un message caché, nous dit la rumeur, sur l'arrivée de prochaines Apple Glasses ? Pourquoi pas ? Rêvons un peu, Stéphane. En tout cas, ils n'auraient pas de
branche. Je ne sais pas si vous avez vu, ça n'avait pas de branche. Voilà, en tout cas, c'est bien vu par Apple. Ils ont créé le buzz. Après, on dira qu'Apple n'alimente pas la rumeur. Mon œil, sans jeu de mots. Allez, oui. Non, non, je suis désolé, je fais ce que je peux. On continue avec, et on revient au sujet de cette semaine. On va essayer de se projeter. C'est, moi, je trouve, la partie qui vous allez voir la plus intéressante de l'émission. Qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'on peut espérer des prochaines générations de puces M1? Elles sont déjà très, très intéressantes, cette version-là. Ce n'est qu'une version de base. Quid pour la suite? Alors, qu'attendre de la puce M1X, qui devrait être la prochaine génération de puces, attendre de la puce M2, qui devrait être peut-être la version un peu plus musclée, qui va peut-être arriver dans les prochains iMac, attendre également des prochains iMac et PowerBook 16 pouces, MacBook Pro 16 pouces PowerBook, ça fait quelques années qu'on ne le dit plus, Frigard. Bref, il y a beaucoup de questions à ce sujet cette semaine sur le compte Twitter dont refait le Mac. Concrètement, à ce moment-là, Pierre, quand Apple a lancé la puce M1, souviens-toi, en novembre dernier, Apple martelait que c'était la pub la plus rapide du marché. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? On a vu qu'Intel a multiplié les annonces entre-temps en janvier dernier. Elle a tenté de reprendre la main en annonçant des nouvelles générations de puces plus rapides qu'une M1, je cite. Et la firme de Santa Clara a même lancé une campagne de pub aux États-Unis cette semaine en reprenant le personnage de Getomac, Justin Long, qu'on retrouve également dans un piège de cristal où, voilà, vous le reconnaissez. Allez, on regarde, on écoute. Hello, I'm Justin. Just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. Okay, PC. It's a laptop. Aha, tablet. Laptop, tablet, laptop. That's cool. Oh, and there's Intel. Nice. Okay. And now I got a laptop, and it's just a laptop. Oh, I'll also have to get a tablet, I guess. And a keypad. And a stylus. And a dongle? Bon, c'est drôle, hein. Il a un peu changé Kazakh, on pourra dire, en quelques années. Moi, j'aimais bien la pub Getomac à l'époque. Souvenez-vous, il y avait un personnage qui illustrait le monde, qui est un peu lourdeau, qui illustrait le monde PC et un côté un peu plus dynamique et jeune, le monde Mac. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est vrai que quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Mac tactile, qu'il faut des dans tous les sens, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Déjà, c'est plutôt bien vu, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Et au-delà, que penses-tu des annonces d'Intel sur de nouvelles puces? Est-ce que tu penses qu'Intel a un moyen à court terme de rattraper son retard face à Apple? Alors, rattraper le retard, non. Parce qu'actuellement, si on prend vraiment les chiffres, oui, Intel doit avoir un processeur qui est sûrement plus rapide que M1. Si on prend le dernier Core i9 qu'ils viennent d'annoncer, qui est un modèle qui coûte extrêmement cher, on est sur du 600-700 € juste pour le processeur, des fréquences très élevées, oui, dans les tests, il va aller un peu plus vite. C'est évidemment pas ce qu'on va retrouver dans un PC portable de 1,5 kg, dans un 13 pouces. Puis surtout, ce qu'Intel montre dans la pub, c'est pas ce qu'ils font Intel. C'est ce qu'ils font tous ses clients. C'est OK, il y a plein de fabricants de PC, ils proposent plein de choses différentes. Apple pourrait faire la même chose. S'ils décidaient de faire un Mac tactile, c'est pas parce qu'il y a une puce Intel que c'est tactile. Ouais. C'est juste voilà, c'est marketing, c'est des choix parce qu'il y a plus de marché. Mais ouais. C'est-à-dire qu'encore le talon d'Achille, vous l'aurez compris, si on te comprend bien, Pierre, c'est pas tellement la puissance brute de la puce Intel, c'est la consommation énergétique. On est bien d'accord. Oui, dans un PC portable, les processeurs Intel sont pas si rapides que ça. Ils ont vraiment un problème de consommation. Quand on prend un Core i9 qui va être plus rapide que M1, le Core i9, dans certains cas, il peut demander juste le processeur jusque 300 watts dans les pires des cas. On arrive vraiment à des limites où même les systèmes de refroidissement vont bloquer. Ça peut vraiment, si on a quelque chose qui n'est pas assez efficace, ça va planter. 300 watts. Quand M1, il n'y a pas de ventilation. Voilà. Ouais. On est à combien sur le 300 watts, rappelle-nous? 300 watts, c'est sur les derniers Core i9. Non, sur le M1, on est à combien, titre de comparaison? Entre 10 et 15 watts. Ouais, c'est dingue. Alors, comment on explique justement qu'Apple est parvenu à créer une telle différence, d'une part, et comment expliquer qu'Intel ait, lui, creusé un tel retard, entre-temps? Alors, il y a deux choses. Apple, ça fait des années qu'ils ont visiblement une vision. Ils ont embauché beaucoup d'ingénieurs. Ils font des puces qui ne sont que pour eux. Donc, ils ne doivent pas vendre. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent optimiser pour leur usage. Et ils sortent une nouvelle puce chaque année.
globalement, depuis 10 ans. Voilà. Il y a une nouvelle génération chaque année sur laquelle ils augmentent les performances. Le problème d'Intel, c'est que vers 2015, ils étaient les meilleurs. Ils avaient la 6e génération de Core, était vraiment très performante, ça marchait bien. Ils se sont dit, il n'y a pas de concurrence. AMD faisait rien d'intéressant à l'époque, Apple mettait ça dans des téléphones. Ils se sont dit, c'est pas grave, on va se reposer sur nos lauriers. Ils ont abandonné toute la recherche et développement. Carrément. Pas tout à fait abandonné, mais en tout cas, ils ont mis vraiment le frein dessus. Et ils se sont dit, dans la gravure de processeurs, ils étaient les leaders. TSMC était assez loin derrière. Ils se sont dit, tout va bien se passer. On a un plan, on va espérer qu'il se passe sans accroc. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur deux choses. En 2017, AMD est arrivé avec un nouveau processeur, les Ryzen, qui marchait très bien. Ouais, donc là, c'est la baraque. Qui arrivait enfin à les concurrencer. Et puis, surtout, Intel espérait, à l'époque, ils gravaient en 14 nanomètres. Ils espéraient passer en 10, et puis en 7, et puis en 5. Et là, on est en 2021, ils sont toujours en 14. Ils ont eu des problèmes de production. Le 10 nanomètres, ils l'utilisent pour les PC portables, mais ça marche pas bien. Ils ont vraiment des problèmes de fréquence. Et ils sont obligés de tout faire en 14 pour les PC de bureau, parce que sinon, ils n'arrivent pas à faire quelque chose qui fonctionne et ni à en produire assez. C'est faux ce que tu nous racontes, c'est qu'Intel a délibérément perdu son avance, qu'aujourd'hui ils sont bloqués à 10 ou 9 nanomètres, alors qu'il faut rappeler que TSMC, qui est donc le fondeur, ils sont en 5. Le fondeur d'Apple, est en 5 nanomètres. Mais oui, mais ils l'ont anticipé, je pense, cette défaite annoncée. Non. Je pense. C'est-à-dire pourquoi, quand ils achètent une boîte... Tu veux dire anticiper, Apple l'a anticipé non, ou non, Intel? non, Intel a anticipé leur défaite annoncée. C'est leur métier, comment ils peuvent anticiper? Mais pour moi, ils sont en train de changer de métier. Leur faillite, ils sont en train de changer. Ils sont en train d'anticiper. Ils ont anticipé. Ils ont fait d'autres achats, dont cette société israélienne dans la voiture. Dans la voiture, voilà, qui permet de rendre autonome. Pour toi, voilà, ils arrivent. Pour moi, je pense ils que passent sur autre chose. Pour moi, c'est comme Marlboro à un moment. Non. Je pense que... J'exagère pour Marlboro. Hein. Non, ouais. Ils ont eu un problème... La loi de Moore, je suis désolé. Oui. Il y a un moment, soit on investit énormément, et je sais pas, à un moment, il y en a qui arrivent à une certaine limite. C'est comme un bon entraîneur dans une équipe de foot. Au bout de 4-5 ans, 10 ans, il finit par se tirer. Ouais, mais c'est comme si voilà, je pense que là, pour moi, ils ont fait leur temps. Quoi. Ouais. Alors, non, le problème, c'est que le CEO qu'ils avaient à l'époque... Ouais. a mal anticipé les choses. Par exemple, il a forcé Intel à aller vers le développement de modems 4G et 5G. Personne n'en a acheté à part Apple à une époque. Finalement, Intel, ils se sont retrouvés, ça marche pas, personne n'en veut. Ils ont revendu tout ça à Apple. Justement. Et c'est quelque chose où il y a eu des investissements et ça n'a servi à rien. Dans les processeurs, là, ils se relancent dans la carte graphique. C'est mal parti, ça fonctionne pas vraiment correctement. Et dans les processeurs, ils ont essayé de faire des choses. Ils ont vraiment un problème de production qui les bloque. Et leur seule solution actuellement pour faire ça, il faudrait qu'ils aillent faire produire chez quelqu'un d'autre, par exemple chez TSMC. Mais ça pose un problème d'image pour eux, parce que vraiment c'est à camoufler, parce qu'ils étaient les meilleurs et ils vont devoir aller chercher chez un Taïwanais pour faire leur place. TSMC n'a pas la capacité de production pour prendre la production d'Intel tout simplement, parce qu'ils ont des contrats avec Apple, avec AMD, avec Nvidia. Et pour le moment, Intel, ils sont dans une impasse. Ils ont juste comme avantage que c'est une très grosse société avec une très grosse inertie. Donc, dans le monde professionnel, les gens ils continuent d'acheter du Intel parce que ça fait 30 ans ou 40 ans qu'ils achètent du Intel. Ils ne vont pas changer comme ça. Leurs processeurs ne sont pas mauvais dans l'absolu, mais ils ont un problème de consommation et ils ne vont pas pouvoir évoluer. Et là, ils sont à marche forcée, ils ont changé de CEO. Il n'y a pas de Gelsinger, qui est le dernier qui est arrivé, qui les avait sauvés à une époque. Il a fait le design de certains processeurs. Donc là, ils repartent, ils essayent de faire quelque chose. Mais tant qu'ils n'auront pas réglé leurs problèmes de production, ils sont bloqués. Ouais, et ils doivent juste essayer de faire du damage control.
C'est compliqué. inimaginable, hein, vraiment, la manière dont Apple s'est emboucané, hein, je dirais, pour reprendre un terme de voileux, et reste coincé comme ça, sans vent dans la pétole. IBM. Ouais, Intel, pardon, pas Apple. ouais, c'est hallucinant. Et on peut même se poser la question de savoir, Laurent, parce qu'on se posait la question lors de la keynote, de la présentation du MacBook Pro M1, on se disait, mais cette évolution de la puissance, de l'autonomie, est-ce qu'elle a été dessinée dès le départ par les équipes de Steve Jobs, voire Steve Jobs lui-même, en 2010, lorsque la première puce A4 est arrivée dans l'iPhone, et en se disant, voilà, on va d'abord la développer pour l'iPhone, ensuite pour l'iPad, et ensuite elle va arriver dans le Mac? Ou au contraire, c'est en 2015-2016 que le constat que tu as fait, Pierre, je pense que les responsables d'Apple l'ont amèrement fait, parce qu'il n'y avait plus d'évolution de machine en machine, on ne voyait pas de gain de performance, c'était dingue d'une machine à l'autre. Est-ce que tu penses que finalement, ce n'est pas Intel qui a poussé Apple d'y aller, quoi? Alors, moi, je vais paraphraser ce qu'on a dit lors des quelques émissions où on a parlé de ce sujet, et on a rappelé finalement l'historique. Hein. Finalement, Apple se retrouve maître de son destin. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à Apple. Je veux dire, avant l'iPhone, ils n'avaient pas la capacité. Ils ont dû trouver des solutions en pour designant. Non, mais c'est voir Intel. Et Intel mais a dit non pour mais ils ont été confrontés à designer leur propre puce. À partir du moment où ils ont designé leur propre puce, je veux dire, le fait de te dire aujourd'hui, ça te paraît logique qu'ils les aient portés à d'autres univers. Ce qu'il y a, c'est que mentalement, on avait une espèce tous collectivement, on avait une barrière mentale qui disait non mais Intel, s'ils sont tellement bons que personne n'ira jamais attaquer Intel. Et là, on se rend compte que non. C'est un peu le géant au pied d'argile, comme ça qu'on dit, non? Oui, exactement. Ouais. Et au final, toute l'industrie va accélérer parce qu'Intel va devoir se sauver, ils vont devoir trouver des solutions, et donc voilà, c'est très bien. Alors qu'attendre, on va essayer de se projeter, parce que les ennuis d'Intel sont loin d'être terminés, parce que ce n'est que la première génération de la puce M1. Qu'attendre de la MAX, que la rumeur annonce, voire du EM2? On va essayer ensemble d'en dresser le portrait robot, si tu veux bien. Pierre, est-ce que tu penses déjà dans un premier temps qu'Apple a une grosse marge de progression aujourd'hui? Alors oui, parce que sur un processeur, pour le moment, ils ont un processeur qui consomme très peu. Donc on est en 10 et 15 watts, c'est vraiment très léger, et qui tourne à une fréquence assez faible. 3,2 GHz, c'est pas beaucoup. On a les MacBook Pro Intel, ils ont des fréquences beaucoup plus élevées. Et surtout, pour le moment, le M1, c'est une puce d'entrée de gamme. Il y a 4 cœurs rapides, 4 cœurs basse consommation. C'est pas beaucoup. C'est ce qu'on retrouve chez Intel, c'est ce qu'on retrouve dans un Core i3, 4 cœurs rapides. Ça vous donne une idée si demain ils sortent l'équivalent d'un i7 ou d'un i9, ça peut faire mal. Hein. Donc les solutions qu'ils ont pour améliorer les choses, c'est augmenter le nombre de cœurs. Alors ils peuvent passer à garder 4 cœurs basse consommation pour tout ce qui est récupérer les mails, gérer tout ce qui fait quand l'ordinateur est en veille, ce genre de choses, et mettre 8 ou 12 cœurs rapides. Ça permettrait d'augmenter très fortement les performances, bêtement. La deuxième solution, dans un ordinateur de bureau, c'est qu'ils peuvent augmenter la fréquence. Là, Intel est à 3,2 GHz. Apple est à 3,2 GHz. Intel ou AMD, ils font des processeurs qui montent à 5. Donc, ça fait quand même une certaine différence. Donc, on peut monter encore un petit peu. Voilà. Et sur les tâches classiques, juste monter la fréquence, mécaniquement, ça va plus vite. On gagne du temps sur des tâches de base. Voilà. Et la chose qu'ils peuvent faire aussi dans un ordinateur de bureau, parce que pour le moment, c'est limité à 10 ou 15 watts, s'ils mettent la valeur un peu plus haut, à 30 watts, même 30 watts, ça reste assez bas pour un MacBook Pro 15 pouces, c'est acceptable. Ça veut dire qu'ils ont une grosse marge de progression à ce niveau-là sur les performances dans le temps. Ça peut continuer à tourner et offrir des performances beaucoup plus élevées. Ouais. Et au-delà, tu l'as dit, aujourd'hui, si vous regardez sur le site Apple, il n'y a plus de référence à la fréquence. C'est fou. Hein. Voilà. Ah oui. C'est incroyable, on a vraiment changé de paradigme. Oui. Alors, l'autre point qui pourrait être propre au MAX, oui, ouais. Laurent. Moi, j'ai connu, je suis assez vieux pour avoir connu les PowerPC. Et je me rappelle très très bien du passage du PowerPC à Intel, et je l'ai déjà dit aussi dans des précédentes émissions. Quand on est passé du PowerPC à Intel, j'ai trouvé les machines plus agiles, mais plus consommateurs de CPU, paradoxalement. Je trouvais que finalement, le PowerPC, contrairement à ce que d'autres ont pu dire,
c'était plutôt de la RAM qu'il lui fallait, et finalement un processeur à 1,5 Go, tu avais une machine qui marchait bien. Oui, je retrouve des choses dans la puce Apple Silicon M1 Exactement. qui était dans le premier C'est PC. ce que je voulais dire. La machine Dans était plus fluide, plus réactive. Exactement. Donc c'est plus une manquait de question. puissance brute. C'est évident. plus exactement. C'est Et plus une question de l'autonomie était puissance. meilleure avec le premier PC. Tout à fait. Tout à Déjà. Donc on le disait, changement de paradigme donc de la fréquence. On pourrait peut-être, concernant le côté graphique, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le M1X, Pierre? Alors, Il y a aussi même là chose. une marge de écrans. progression. Gestion de 2 écrans. Bah oui, plus de... Alors voilà, il y a des choses qui sont d'un côté pratique, c'est que pour le moment, voilà, même sur un Mac Mini, on peut gérer 2 écrans au maximum, c'est pas assez. Donc il faut au moins pouvoir en gérer 4. Sûrement ajouter des fonctions qui améliorent un peu les performances, mais vraiment d'un point de vue technique, pour moi ils peuvent simplement doubler le nombre d'unités ou tripler. Donc on passerait quoi, de 8 à 16 cœurs, c'est ça? Voilà. Voire Pour le moment, parfois 24 cœurs. Waouh. Pour le moment, on est à 8 cœurs et à 7 dans les MacBook Air d'entrée de gamme. Ouais. Pour des questions simplement de production. Il pourrait au moins le doubler pour obtenir à peu près les performances d'une carte graphique dédiée d'entrée de gamme et le tripler pour atteindre ce qu'il y a en option dans un MacBook Pro, par exemple. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a une vraie capacité d'évolution qui n'est pas forcément très compliquée industriellement. C'est pas de la recherche et développement pur. On agrandit un petit peu à la puce et on multiplie le nombre de cœurs. Quid, cette fois-ci, une machine un peu plus professionnelle qui a encore besoin d'encore plus de puissance et notamment d'une carte graphique, d'un vrai GPU. Aujourd'hui, c'est le maillon manquant dans l'architecture Apple Silicon. Pierre, est-ce que tu crois à cette rumeur qu'Apple va sortir pour les pros, en tout cas, peut-être ne fût-ce que pour le Mac Pro, parce qu'on voit que ces machines-là n'ont pas forcément besoin de GPU dédié, sa propre carte graphique? Alors, l'architecture le permet. Pour le moment, le M1, c'est ce qu'on appelle un SoC, System on Chip. Ça veut dire que la carte graphique et le processeur sont dans la même puce physique. Apple peut simplement, et va devoir, s'il multiplie le nombre d'unités, séparer les deux. Donc on aura d'un côté un processeur, d'un côté une carte graphique. Une fois qu'on fait ça, que la puce graphique soit sur la carte mère à côté ou que la puce graphique soit sur une carte d'extension, ça ne change pas tellement, il n'y a pas de gros problème à ce niveau-là. Mais s'ils veulent multiplier le nombre d'unités, il va falloir mettre une carte dédiée. Pour atteindre ce que propose Nvidia dans le monde professionnel, par exemple, ou même ce que propose AMD avec les Radeon Pro qu'il y a dans le Mac Pro, c'est pas doubler ou tripler le nombre d'unités qu'il faut faire. Ce serait x6 ou 7 au minimum pour arriver à peu près à ce niveau de performance-là. Ouais. Donc il va falloir développer une carte, mais elle risque d'être un peu chère. On connaît Apple, mais ce serait plutôt réservé aux pros. Et du moins, si des machines architecturées comme le Mac Pro aujourd'hui ont un avenir chez Apple, ce sera en clair un passage obligé. Une dernière question au sujet de la puissance, une question de S1N. J'arrive jamais à le dire. C'est toi toujours qui est à mon secours, monsieur S1N3D. Comment tu traduis ça? J'arrive jamais à le traduire. CINED. Pardon? Ouais, CINED. CINED, tout simplement, autant pour moi. Tant de puissance qui pourrait arriver dans les iMac, notamment, on va en parler dans un instant des futures machines. Est-ce que le jeu vidéo va-t-il enfin se démocratiser sur Mac dans les années à venir? Bravo pour votre émission continue, merci pour vos compliments. C'est le maillon manquant. Aujourd'hui, tu parlais des jeux tout à l'heure qui étaient absents. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui semble se dessiner, hein. Bien au contraire. Alors non, pour les jeux, il y a plusieurs problèmes qui sont... quand on fait un jeu, on travaille avec ce qu'on appelle une API. Donc c'est juste la façon dont on va programmer la 3D. Malheureusement, Apple utilise ses propres API, Metal notamment. C'est performant, mais ça nécessite du travail. Les gens qui développent les jeux, ils visent les PC, ils visent les consoles. Un travail qui est propre à la plateforme Apple, hein, alors que voilà. les autres... langages graphiques, je dirais, oui. utilisés par la concurrence, ils sont utilisés pour toutes les plateformes et tous les jeux, en fait, c'est ça. Voilà, il y a des API qui sont utilisées... Enfin, sous Windows, on utilise DirectX. Pour les gens qui font des jeux sous Linux ou sur des consoles, ils utilisent ce qu'on appelle Vulkan, qui est la suite d'OpenGL. Et pour le moment, Apple ne gère pas Vulkan. Il y a des solutions, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y arriver un jour, mais actuellement, chez Apple, c'est Metal. Et donc, le seul moyen d'avoir des jeux, c'est qu'il faut que des développeurs
sur les Mac, par exemple, il y a une société qui s'appelle Feral qui fait ça. Beaucoup, ouais. Il faut que des développeurs se disent on doit adapter. Ouais. Et ça prend du temps. Ouais, en clair, d'abord, l'abandon de la puce Intel ne va pas aider, c'est évident. Parce que, voilà. Et au-delà, tu as raison, il faudrait que Apple adopte l'un des langages graphiques les plus populaires dans le langage des jeux, dans le domaine des jeux, pour pouvoir vraiment pousser les jeux sur Mac. On a vu la semaine dernière dans l'émission avec Jean-Luc Gasset sur les flops d'Apple, allez la voir parce qu'elle est vraiment passionnante. On a pris énormément de plaisir à la faire. Et on voit que les jeux vidéo et le Mac, c'est quand même un rendez-vous manqué depuis 1984. Et cela... Pardon ? Le rendez-vous maqué, c'est pas mal. Manqué, oui, mais je m'entends mal parce que j'ai une oreillette et je m'entends mal. Bref, quelles seront les prochaines générations de Mac équipées de la puce Apple Silicon ? Ce sera la conclusion de cette émission. Alors, MacBook Pro 16 M1, iMac M1, est-ce qu'ils sont bientôt là ? C'est la question de Nassim de Clairvaux sur Twitter. Pour quand pouvons-nous espérer le voir en 16 pouces ? Il ne devrait pas tarder, raisonnablement. Alors, on pense qu'il n'y aura pas d'event d'ici la WWDC qui a été annoncée. On en a parlé dans le busomètre. Le mois de juin, c'est la meilleure fenêtre de tir, messieurs ? Ah ben, c'est possible. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, ce sont les applications maintenant. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer qu'ils lancent des lunettes, alors qu'ils ont quand même un enjeu qui est bien plus important. Qui est quand même de vendre des ordinateurs et de globaliser, d'aller vers l'application universelle. Donc, je pense que c'est quand même il y aurait un mélange de chouchoutage, de formation, d'insistance bien lourde que j'aimerais bien qu'il y ait, en tout cas pour cette WWDC. Et donc peut-être, pour encourager, si on voit qu'il y a ils donnent des dates pour des sorties d'appareils, peut-être que les développeurs vont enfin avoir des jalons suffisants pour pouvoir développer ce qu'ils doivent développer. Voilà. Oui. Et regarde sur Twitter, ça fait réagir Jean-Marc Ouvray. Jean-Marc sur Twitter, OK, pour un écran tactile. Ah, mais ça fait plaisir, Jean-Marc. Oui, on peut, avec des si, on peut rêver. Apple supprime également la Touch Bar et remplace par un écran tactile. N'aurait-on pas 11 ans après 3 innovations, la fusion iPad, Mac et un iPod 13 et 16 pouces énorme, et enfin un iPad multi-utilisateur ? Bah oui, on fusionnerait tout ça finalement. Une plateforme unique, mais il ne semblera pas que ça mette du temps à concrétiser le souhait que j'ai. Autre question sur Twitter de Lénaïque Petit-Pierre. Il est un peu breton, l'ami Lénaïque Petit-Pierre. Ne serait-il pas nécessaire qu'Apple revoie sa copie et écoute ses clients en remettant un connecteur MagSafe ? Oh que oui. Un écran bezel-less en 14-16 pouces, voire 17 pouces, tactile ? Ah oui, et laminé façon iPad Pro. Quid du retour de Windows 10 Linux sur Mac avec puce MX ? Alors, on va y aller... par ordre. Il cite tout. Ouais. Le connecteur MagSafe, il a cité toutes les rumeurs qui sont sorties depuis le début de l'année. Ça semble se préciser, ce côté-là. Le bezel-less en 14-16 et voire 17 pouces, on le dit depuis des années dans cette émission, que les larges bords sur l'iMac, mais aussi sur le MacBook Pro, on voit les PC aujourd'hui, ils sont ultra fins, ultra. Il n'y a plus de bordure. Hein. Ouais, mais le bord est presque pas arrondi. En fait, le bord est assez plat. J'ai regardé parce que je me disais, mais quand même, c'est pas possible. Et en fait, quand tu regardes l'arrondi, l'autre jour, je regardais, tu te rends compte qu'en fait, l'arrondi vient vraiment... Ce qui donne la beauté de ces ordinateurs, c'est cet effet un peu coquille. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils cassent avec ça. Alors, attention, l'iPhone 12... revient à un bord carré. Donc, on pourrait imaginer une machine avec un bord. Exactement. Alors, quid du retour de Windows 10 Linux sur Mac avec puce MX ? Toi, le spécialiste du PC et aussi du Hackintosh, tu vas peut-être pouvoir nous répondre. Alors, on va commencer par Linux, le plus simple. Ça n'intéresse pas Apple. C'est pas quelque chose qu'ils ont... ils l'ont jamais géré au fil des années. C'est le monde open source qui s'en occupe. Il y a des gens qui s'en occupent. Voilà. On sait que ça va arriver. Il y a des pré-versions. Ça va arriver, mais ça dépend pas du tout d'Apple. Alors, quid de Windows ? Parce qu'on sait que Windows, c'était pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, un vrai argument de vente pour assurer à un utilisateur de PC de passer et de switcher au Mac, même si par la suite, il n'utilisera plus jamais Windows. C'est un peu le problème. Alors, Windows 10 existe pour les puces ARM. Le problème, c'est que ça marche pas du tout. C'est un mauvais... Non, mais je vais vous montrer. Là, j'ai un PC sous Windows 10 là. C'est un PC portable Thomson. C'est pas très cher. C'est bien fini. C'est léger. Ça coûte 400 €. Hein. C'est pas cher. C'est un ultra portable en métal, bien fini.
Et c'est l'ordinateur le plus lent que j'ai testé pour le magazine, vraiment. Ouais. Parce que c'est un processeur de smartphone. C'est le M1, c'est un processeur presque de smartphone déjà aussi. Oui, mais bon. Alors, c'est un processeur de smartphone, le M1, qui a été amélioré pour être utilisé dans un PC portable quand même. Il tourne plus vite, il a plus de cœur. Et surtout, c'est un processeur rapide. Le processeur qu'il y a là-dedans, c'est un processeur de smartphone, c'est un Snapdragon d'il y a 5 ans. Aïe. Et c'est horrible à utiliser. Windows n'est absolument pas fait pour ça. C'est extrêmement décevant. Même quand on prend une Surface Pro 10, qui est l'ordinateur que Microsoft va mettre en avant, qui coûte 1 500 €, presque 2 000 si on prend toutes les options, ça reste un processeur de smartphone un peu plus rapide et c'est très lent. Ça ne vaut pas du tout le prix de la machine. Et c'est une puce ARM également. Hein. C'est une puce ARM, c'est un Snapdragon. En fait, c'est un Snapdragon de smartphone qu'ils ont juste un petit peu monté en fréquence et c'est tout. Voilà. Si je comprends bien, Pierre, ça veut dire que pour que Windows arrive sur M1, il faut vraiment que Microsoft dispose d'une plateforme qui lui permet d'être aussi réactive, aussi puissante que celle d'Apple, et ce n'est pas encore le cas d'aujourd'hui, et ça ne l'encourage pas à y aller. Mais elle sait qu'elle en a besoin. Donc Windows devrait arriver, mais pour l'instant, il n'y a pas la plateforme qui rend la chose possible, c'est bien ça? Alors, est-ce qu'ils en ont besoin? Ça, c'est une bonne question. Intel ou AMD font des processeurs qui suffisent à Microsoft. Le choix d'aller sur du ARM, c'est plus en fonction du marché. Autonomie. Le problème... Autonomie, Pierre. Mais si Intel ou AMD faisaient leur boulot, on pourrait atteindre 20 heures d'autonomie. C'est pas lié au processeur ARM, c'est juste lié au choix des fabricants. On arrive à faire des machines très autonomes sous Windows avec les processeurs AMD Ryzen. On n'arrive pas à des 20 heures, mais on arrive à des 15 heures, ce qui suffit pour une journée de travail. Installer Windows 10 sur un Mac M1, le problème pour le moment, c'est qu'il faut que Microsoft se décide à le faire et décide de vendre Windows 10. On ne peut pas aller en magasin là maintenant et dire je veux Windows 10 ARM. C'est livré automatiquement avec des ordinateurs précis. Et il faut qu'Apple développe les pilotes. Par exemple, la partie graphique, c'est une partie graphique Apple. Donc il faut que Apple se décide à faire, s'ils veulent, quelque chose pour que ça fonctionne. C'est pas Microsoft qui va le faire parce qu'ils n'ont pas les informations nécessaires et je pense que ça ne les intéresse pas. Et puis il faut qu'Apple les aide un petit peu en faisant des pilotes. Voilà. Tu me disais ça en préparant cette émission. Hein, voilà. Apple l'a fait à l'époque pour Bootcamp. Quand Bootcamp est arrivé en 2006, c'était un pack de pilotes. Apple fournissait tout pour pouvoir installer Windows XP sur un Mac. Au fil des années, ils l'ont fait pour tous les systèmes. Apple, je pense qu'ils se rendent bien compte que c'est important pour certains des utilisateurs d'avoir ce choix. Mais pour le moment, il n'y a rien qui a été annoncé sur le fait d'installer Windows nativement. On peut virtualiser. Parallels, qui est un outil assez courant, il y a une pré-version qui est une version bêta qui permet d'installer Windows 10 ARM. Ça marche à peu près. Il y a toujours des limites, mais qui sont liées à Windows 10 vraiment. Il y a certaines applications qui ne fonctionnent pas du tout. Ouais, Windows 10 ARM ne c'est gère encore pas. un chantier, quoi. Il y a encore tout à faire. Et on n'a pas l'impression que Microsoft a vraiment pris le problème à bras-le-corps. Hein. Il y a encore du taf, comme on dit. Un mot sur le Hackintosh, puisque tu es le chantre du Hackintosh. On t'avait reçu il y a quelques années, souviens-toi, à l'école 42. On avait fait une émission très sympa qui avait bien marché d'ailleurs à l'époque sur le Hackintosh. Le Hackintosh, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, c'est la possibilité d'installer macOS sur un PC avec des composants de PC beaucoup moins chers au final que ceux assemblés par Apple. Est-ce que tu penses qu'il est définitivement mort, brièvement, sur le Mac M1 ? Oui, parce que pour le moment, il n'y a pas de plateforme PC avec un processeur ARM sur lequel on pourrait installer Windows 10. On ne peut pas acheter ça, ça n'existe pas. Donc ça n'a aucun intérêt d'essayer d'installer macOS sur autre chose. On est d'accord. Voilà. Alors, il y a peut-être remis dans quelques années lorsque la plateforme PC aura adapté les mêmes puces qu'Apple et donc aura rattrapé son retard. Mais aujourd'hui, il y a... Peut-être. Voilà. Ouais, mais c'est pas gagné. Bon, ce sera le mot de la fin en ce qui concerne. On essaie de se projeter, vous avez vu, sur les possibles et attendre ce qu'on pourrait attendre en termes de puces, en termes de processeurs. Moi, ce que j'attends personnellement, c'est
Des nouveaux designs, ce que tu as écouté, Pierre, et tu confirmes ce qu'on sentait, c'est qu'effectivement, cette puce qui est à la fois prometteuse, qui consomme moins, qui est assez puissante, va permettre également aux designers d'Apple d'avoir un peu plus de liberté et de casser un peu les codes de l'ordinateur. C'est là-dessus que j'attends Apple depuis des années, et c'est vrai que les ordinateurs se ressemblent tous aujourd'hui. J'aimerais bien qu'Apple sorte un peu plus du lot. Rendez-vous, j'espère, à la WWDC en juin prochain. Nous serons tous ensemble en direct et on compte sur toi, Pierre, si tu veux nous rejoindre. On passe tout de suite à nos coups de cœur. Les coups de cœur, on va commencer tout de suite avec toi, Pierre. Alors, en fait, moi, mon coup de cœur, mais vous le voyez derrière moi, c'est ceci. C'est le Mural Canvas. C'est un cadre... c'est une sorte de cadre photo, vous voyez, ce qu'on offrait à nos parents il y a 10 ans. Ouais. Sauf que là, c'est quelque chose qui a été fait pour afficher des peintures, et ça ressemble à un vrai cadre. Et une fois mis au mur, surtout, on a l'impression de voir de vraies peintures. Donc, c'est un écran. Mais une fois qu'on affiche des peintures avec ce que Netgear fournit, ça fait extrêmement bien illusion. Il y a un traitement qui fait que ça évite à peu près les reflets. C'est vraiment très, très efficace. Et il y a une offre de cloud fournie avec qui permet d'afficher des dizaines d'œuvres pour un peu, voilà, on le voit bien dans la vidéo, on peut afficher un peu ce qu'on veut. Ici, j'ai mis des images inspiration années 80, mais il y a plein de choses différentes. C'est très bien. Je me suis offert ça pour Noël, heureusement en promotion, parce que c'est un gros défaut. Ouais, ça coûte très cher. Ouais. Ça coûte assez cher. On avait parlé de la mission de Noël, on en a la chance d'en avoir un à la régie. C'est vrai que le traitement est assez bluffant. Et puis, il y a une application sur ton téléphone qui te permet de t'abonner et de suivre tes peintres ou tes photographes préférés, de suivre des expositions qui sont plus rares, malheureusement par les temps qui courent, à distance, et les afficher dans ton salon. Donc, c'est une très belle idée qu'a eu là Netgear. Merci et bon choix, Pierre. De ton côté, Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Alors, une fois n'est pas coutume, ça va pas être. Bon, je vais pas parler encore d'un gadget ou de je sais pas quoi, mais je vais parler d'un coup de cœur. En fait, c'est Rachel Kahn, qui est d'abord une juriste et après une comédienne et une chroniqueuse dans certains médias. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Racé, et vous pouvez la suivre sur Twitter, également sur Kahn Rachel, je crois son Twitter username. En fait, c'est une femme très courageuse. En fait, elle est de papa gambien musulman, d'une mère juive, donc noire. Elle est au milieu de plein de débats victimaires, etc. Et elle s'exprime de façon tellement claire et belle. Donc, et plutôt optimiste. Et vu les temps que nous vivons, ça fait du bien. Ça fait du bien. Juste suivez-la sur Twitter. Et si vous voulez lire son livre, c'est très bien également. Mais ça vous donnera un petit peu d'espoir dans les moments qu'on vit actuellement. Voilà. Merci Stéphane. De ton côté, Laurent, ton coup de cœur? Mais comme Stéphane, il en fait deux et qu'il n'en a fait qu'un, du coup, je vais faire deux. J'ai un petit coup de cœur et je vais juste dire aux gens du monde Android, allez voir l'application que Google vient de sortir. Elle s'appelle Google Stack et ça permet de scanner des PDF, de les trier dans son Google Drive. J'adorerais voir ça dans Apple Notes et iCloud parce que ils ont vraiment fait ça avec de l'IA et tout ça. C'est vraiment bien fait. C'est sorti il y a quelques jours. Jetez juste un œil, à la limite, si les gens n'ont pas, parce que a priori l'audience est plutôt, je dirais, Mac, enfin en tout cas Apple, mais allez regarder sur des sites, le truc est sympa. Après j'ai un coup de gueule aujourd'hui, c'est pas un coup de cœur. Donc j'ai un MacBook Pro que j'utilise et je crois que c'est le MacBook Pro que j'ai amené le plus loin dans sa vie de Mac. C'est-à-dire que d'habitude je change 13 pouces comme celui-là déjà. Le 13 pouces. Mais en Intel. En Intel. Avec le fameux clavier. Exactement. Donc clavier papillon, Core i9. À l'époque, je l'avais pris full option et je l'ai amené au bout, c'est-à-dire je l'ai tenu 4 ans. Ce qui est assez rare, hein. Il n'a pas un pet, il n'a pas une rayure, il a pas... Et tu m'as quand même montré l'autre jour, tu perdais des touches. Non. Donc tu avais tendance à s'éteindre tout seul. Il y a 3 problèmes dessus. Le premier, c'est qu'il a tout le défaut des claviers Butterfly, papillon. Donc, il a les touches qui se répètent, les touches qui ne fonctionnent pas, et puis tu le retournes et les touches tombent. J'ai des touches qui tombent. Et je peux dire que je fais attention à mon clavier, donc c'était fragile.
Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème d'écran. C'est-à-dire que quand il est froid, j'ai que 1 cm d'écran en haut, mais au C'est bout très de pratique. 2-3 minutes, il chauffe comme une voiture, comme un diesel, et l'écran Son descend. ordinateur et est ensuite, ça possédé. fonctionne très bien. Bon, Chez nous, quand je suis sur il a des été écrans, un outil, mais bon, bref. j'ai été tout à fait. Et le troisième problème, c'est que la batterie, elle arrive en fin de vie. Elle est en mode service. Ils te disent allez la faire changer, tout ça. Donc Mais Apple propose un programme de. exactement. d'échange Donc en fait, de ça fait claviers. 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'Apple propose un programme. Et le problème, c'est que je voulais pas m'en détacher parce que je travaille tout le temps avec. C'est la machine que j'utilise tout le temps. Et puis depuis un mois, j'ai ce M1. Donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de le vider, de faire un effacement et de l'amener. Donc j'ai pris rendez-vous sur le site Apple. Surtout, je suis allé regarder mon numéro de série et ils me disent. Il est dans le numéro de série dont on prend en charge le truc. Donc ce matin, je cherche autour de chez moi, je trouve Aldorand, je crois Aldorand. Donc il y avait iCare à l'Opéra et puis Aldorand. Apple ne prend plus de rendez-vous dans les Apple Store. Donc je prends ces trucs, je suis super bien accueilli, les gars super sympas, République, génial. Puis il en a un bout d'un moment, il me dit écoutez, je suis embêté. Je dis comment ça ? Il me dit j'ai votre réservation, votre rendez-vous, j'ai la validation d'Apple, mais je peux pas vous le prendre parce qu'il a plus de 4 ans, il a 4 ans et 1 mois. Et donc en fait, nous les ordinateurs de plus de 4 ans, Apple ne nous autorise pas à les prendre. C'est un vice caché, ils le savent. Ouais. Et en plus, la série est dans la liste, donc comme étant valable, mais il le refuse. Donc il m'a dit, il faut que vous appeliez Apple, que vous gueuliez un peu au téléphone, et a priori, ils vont vous donner un numéro spécial pour qu'on puisse l'enregistrer. Je trouve ça juste con. Tu sais qu'il y a un vice caché, tu prends les ordinateurs, tu Ouais, discutes pas. ils se font un peu tirer l'oreille, c'est pas très, très classe de la part d'Apple, sachant que vraiment les problèmes autour de cette machine. C'est un vrai cauchemar cette machine. Et pourtant, j'ai pris soin et moi aussi j'ai des soucis. Il faut que je fasse changer les touches moi également. Il faut que je me dépêche, que moi aussi je vais être en limite de reprise. Mon côté, il m'accompagne depuis le début de cette émission. C'est un produit Google. C'est le nouveau Nest Hub de 2e génération. Regardez, c'est le petit assistant vocal de Google. Il faut arrêter avec Apple. Équipé d'un écran de 7 pouces. Il est plus rapide que la version précédente qui manquait un peu de réactivité. Google a surtout amélioré le rendu sonore pour que si vous vouliez écouter de la musique. C'était vraiment en retrait par rapport à ce que faisait Amazon, notamment avec Alexa. Là, il y a beaucoup plus de basses. Et désormais, vous pouvez vraiment prendre du plaisir à écouter Spotify et surtout Apple Music qui débarque sur la plateforme de Google. Bonne nouvelle si vous êtes abonné à Apple Music. Mais également parce qu'il y a un écran, regardez Netflix, Disney+, ou encore MyCanal et ça marche super bien. On s'est amusé tout l'après-midi avec. Et enfin, dernière nouveauté, la fonction de suite sommeil. Bref, c'est vraiment du sur-mesure proposé sur la table de nuit pour seulement 99 €. C'est le prix d'un HomePod. Et c'est stéréo. Donc voilà, il serait temps qu'Apple commence à s'intéresser à ce genre de choses. Et puis accessoirement, on peut dire OK Google, regardez, on refait le Mac. C'est parti pour On refait le Mac sur YouTube. Et là, normalement, ça marche. Donc c'est plutôt rare. Et là, on n'a pas. Voilà, donc c'est OK Google, stop. Donc voilà, vraiment, on aimerait que Siri se mette un peu à la page. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est la fin de ce 401e épisode de Refait le Mac. On fera la 400e, c'est promis, quand le temps nous le permettra, quand on pourra vraiment s'étreindre et s'embrasser tous ensemble, toute l'équipe. C'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Vous tous, les amis derrière vos écrans. Avant de partir, je vais dégrafer, regardez, mon oreillette. Je tiens quand même à les saluer, même si ce n'est pas la 400e. Excusez-moi, je ne comprends pas. Oui, mais c'est pas normal. C'est normal, OK, Google. On t'a dit du bien. Alors, on va basculer sur mon téléphone. Vous allez voir un petit peu. Allez, on vous fait un petit peu les coulisses du décor dont on fait le Mac. Alors là, voyez, vous devinez l'équipe qui est en régie. Il y a du monde. C'est pas très Covid, mais ils ont quand même mis leur masque. C'est bien. Et alors, ils sont tous rentrés dans la régie en même temps pour pouvoir vous faire un petit coucou. Voilà, c'est le directeur photo, Lionel, Steve, qu'on devine. Voilà, là, vous avez l'équipe. Vous voyez, on a bien travaillé avec les décors. C'est du fond vert, mais on a quand même des petits plexiglas qui nous permettent comme ça d'accueillir les gens sans masque. Voilà. Alors moi, je devrais pas. Voilà, on a nos caméras dont on est très fiers, nos prompteurs. Oui, je lis un prompteur. Et si je vais voir mes petites caméras, vous allez voir, on va les découvrir. Ils sont là. Dans l'étuve de la régie, parce qu'il n'y a pas de clim, on les plaint de tout notre cœur. Dites coucou quand même à la caméra, les gars. Voilà, dans l'ordre d'apparition, Steve, Christophe, François, Lionel, Octave et Oscar. Et puis toujours trop loin dans nos cœurs, l'ami Steve, qui est toujours pas très loin sur notre morale. Voilà, bravo les gars, bravo. Mais merci pour votre travail. Si on est à 400 épisodes, c'est grâce à vous. Et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je retourne dans le décor dont on fait le Mac. J'arrive pas à me mettre en mode selfie avec cette application, mais c'est pas grave. Voilà, on peut revenir, c'est pas grave. Et je vous souhaite tous
Allez, un bon week-end. On va essayer de positiver et pouvoir bientôt tous ressortir et fêter ensemble le 400e épisode d'On refait le Mac. Tu seras avec nous, Pierre? Bien sûr. Voilà, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. À la semaine prochaine. Au revoir.